Alors, nous continuons avec la partie séminaire de cet enseignement, et j'ai vraiment le grand honneur et le plaisir d'accueillir ici Françoise Lavocat, qui est l'une des grandes voix de la littérature comparée en France et à l'étranger également, qui est professeure de littérature comparée à l'université Sorbonne Nouvelle, membre de l'Institut universitaire de France, et dont l'accent de la réflexion de Françoise Lavocat, c'est d'abord parti d'une réflexion sur le roman au XVIIe siècle. Donc Françoise Lavocat est une spécialiste avec deux livres en particulier, Arcadie malheureuse aux origines du roman moderne, et puis la Syrinx au bûcher, Pan et les satires à la Renaissance et à l'âge baroque. Et ça a évolué très vite, en fait, vers autre chose, à savoir vers une réflexion sur la fiction en elle-même. Et donc Françoise Lavocat est devenue une théoricienne, l'une des plus novatrices, je trouve, de la littérature et de la fiction. Et c'est à ce titre qu'elle nous intéresse dans ce séminaire sur les nouvelles recherches sur la littérature, à savoir pour voir quelles sont les nouveautés, les innovations que nous avons aujourd'hui dans la pensée sur la littérature, à l'égal de ce que faisait Valéry en son temps. Et donc, de cette réflexion sur la fiction sont sortis des ouvrages et des réflexions tout à fait importantes, un livre sur la théorie littéraire des mondes possibles, mais surtout un livre qui a fait grand bruit quand il est sorti il y a quelques années, Fait et fiction pour une frontière, paru au Seuil, et qui parle précisément de cette limite aujourd'hui de plus en plus indécidable dans les débats sociaux entre faits et fiction, qui posent d'énormes problèmes philosophiques, juridiques, sociaux et littéraires et artistiques également. Il y a eu plus récemment Les personnages rêvent aussi, parce qu'il y a une réflexion sur les personnages, on va y passer, on va y venir, et il y a aussi une réflexion sur les récits, les mémoires des catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, Françoise Lavocat va nous parler précisément des personnages, puisqu'elle est partie, je crois, mais elle va nous en parler, dans une tentative tout à fait novatrice de démographie des personnages de romans. Et donc, nous sommes très, très curieux d'entendre Françoise Lavocat sur cette conférence qui vient s'intituler, donc ça n'a pas changé, Nouvelles perspectives sur les personnages, usages, circulation, population. Merci. Merci, et merci infiniment pour cette invitation, cher William, et cette présentation. Alors, comment pourrait-il ne pas y avoir du nouveau sur les personnages ? Depuis un siècle, ces vivants sans entrailles, pour reprendre les termes galvaudés mais plus profonds qu'il n'y paraît de Paul Valéry, ont connu une révolution après l'autre. Pour les évoquer rapidement, j'ai choisi une date, 1957, car elle cristallise les évolutions divergentes qui ont marqué depuis le début du siècle la conception du personnage. Alors, dans un texte très célèbre, Rob Grier, qui a fourni d'innombrables sujets de dissertation aux lycéens français, constate et encourage à la fois la disparition du personnage avec quelques déclarations fracassantes. Et l'article s'appelle « Sur quelques notions périmées ». Nous a-t-on assez parlé du personnage ? Un personnage, tout le monde sait ce que ce mot signifie. Un personnage doit avoir un nom propre, il doit avoir des parents, une hérédité, il doit avoir une profession, etc. Aucune des grandes œuvres contemporaines ne correspond en effet sur ce point aux normes de la critique. Alors ça, je le souligne. Combien de lecteurs se rappellent le nom du narrateur dans La Nausée ou dans L'Étranger ? Le roman du personnage appartient bel et bien au passé, il caractérise une époque, celle qui marque l'apogée de l'individu. Peut-être n'est-ce pas un progrès, mais il est certain que l'époque actuelle est plutôt celle du numéro matricule. Le destin du monde a cessé pour nous de s'identifier à l'ascension ou à la chute de quelques hommes, de quelques familles. Le culte exclusif de l'humain a fait place à une prise de conscience plus vaste, moins anthropocentriste. Le roman paraît chancelé, ayant perdu son meilleur soutien, d'autrefois le héros. Alors, cette attaque en règle contre le personnage se situe dans la lignée des formalistes
qui étaient encore bien plus radicaux que Robbe-Grillet. Le personnage n'est qu'un fil conducteur, il n'est nullement nécessaire à l'histoire, disent-ils. Je passe rapidement. En 1972, Philippe Hamon s'agace encore de ce qu'il appelle la polarisation sur le personnage et de l'usage du psychologisme le plus banal, dit-il, qui nous amène sottement à juger des personnages comme s'il s'agissait de personnes réelles. Cependant, au-delà de nos frontières, attendez, alors il me manque une... Bon, ça fait rien. En 1957, en Allemagne, la narratologue Kate Hamburger publiait Die Logik der Dichtung, la logique des genres littéraires, où elle remarquait que la fiction se caractérise, le discours de la fiction se caractérise notamment au niveau grammatical par l'organisation de l'espace et du temps, par le point de vue de ce qu'elle appelle les jeux origines fictifs, c'est-à-dire les personnages. Pour en terminer avec l'année 1957, oui, voilà, c'est ce que je voulais montrer, c'était la citation justement d'Hamburger, mais peu importe, paraissait un roman dont je ne dis pas que ce soit le plus grand roman du XXe siècle, mais enfin qui, sous ce titre, The Comforters de Muriel Spark, Les Consolateurs en français, développe un motif encore très peu exploité et qui était promis à un développement ultérieur extraordinaire. La prise de conscience par un personnage d'être un personnage, la prise de conscience de sa propre fictionnalité. Si les œuvres du passé ont été fécondes en métalepse, on appelle métalepse la rencontre paradoxale entre la sphère de la représentation et celle du représenté, ces métalepses sont devenues omniprésentes dans la culture contemporaine et le personnage, avec le temps, a considérablement gagné en autonomie, en indépendance, évidemment fictive. Ces trois œuvres ont chacune tracé des voies importantes qui ont accompagné la transformation du statut et la conception du personnage jusqu'à aujourd'hui. Longtemps dominantes, les théories formalistes, très hostiles au personnage comme à la fiction d'ailleurs, s'avèrent désormais en total porte-à-faux. C'est une autre façon de parler de ce dont parlait William Marx à l'instant, totalement en porte-à-faux, avec les usages et les recherches sur le personnage, désormais considérés comme constitutifs des univers fictionnels. La métalepse est bien le symbole de la tendance propre à notre époque, qui est de faire sortir le personnage du papier, de le faire sortir de l'écran. Et pourquoi faire? C'est ce que je vais évoquer dans une première partie. Donc, dans un premier temps, je vais évoquer quelques-uns de ces usages contemporains, puis j'évoquerai mes propres recherches qui s'inspirent de ce renouveau pour envisager les personnages comme une population. J'évoquerai tout d'abord la circulation des personnages à travers une enquête internationale que j'ai réalisée, et puis ensuite je présenterai la notion de style démographique et une typologie et un outil informatique qui permettent d'analyser la structure de la population des personnages dans les romans. Donc, usage contemporain, le personnage est une personne. L'extraction imaginaire du personnage de son média, envisagée encore par Roland Barthes comme l'erreur à ne pas connaître, cette citation est assez amusante, le personnage et le discours sont complices l'un de l'autre. Quand on est complice, c'est pour faire quelque chose de mal, on se demande bien quoi. D'un point de vue critique, il est donc aussi faux de supprimer le personnage que de le faire sortir du papier pour en faire un personnage psychologique. Eh bien, le faire sortir du papier, c'est précisément ce que fait désormais toute notre époque. Alors, on peut dire que cette extraction du personnage de son média a été, du point de vue critique,
initié peut-être par Thomas Pavel dans Univers de la fiction, un livre absolument capital pour les théories de la fiction et qui date de 1986. Alors, il vient de donner une citation de Mr. Pickwick et il dit la chose suivante: tiraillé entre deux sentiments contradictoires, le lecteur de ce paragraphe sait bien qu'à la différence du soleil, dont la réalité ne saurait bien entendu être mise en doute, M. Pickwick et avec lui la plupart des personnages et des états de choses décrits dans le roman de Dickens n'existent pas et n'ont jamais existé en dehors de ces pages. Néanmoins, l'aspect fictif de M. Pickwick, une fois reconnu, les événements du roman sont vivement ressentis comme possédant une sorte de réalité qui leur est propre et qui permet au lecteur de s'associer, souvent sans réserve, aux aventures et aux réflexions des personnages. Donc, pour Thomas Pavel, l'immersion fictionnelle conduit naturellement, intuitivement, à accorder au personnage une forme d'existence, sans pour autant, dit-il, oublier sa condition fictionnelle. Balayant les débats philosophiques sur la question de la nature des non-existants, il va se contenter, en quelque sorte, d'autoriser, de décrire et d'autoriser ce que l'on appelait alors la lecture naïve. C'est une approbation inédite du plaisir de la fiction qui a coïncidé avec l'apparition de phénomènes massifs qui reposent sur de nouveaux usages du personnage. Alors certes, le déguisement en personnage fictionnel, l'adoption de noms de personnages par des personnes réelles ne datent pas d'hier et ne sont pas nouveaux. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, des milliers d'abbés, de bourgeois, d'aristocrates se sont travestis en bergers de pastoral. À la fin du XVIe siècle, pour donner qu'un exemple, dans la maison d'Este, à Ferrare, deux sœurs portent le nom de Marphise et Bradamante, d'après les personnages du Roland Furieux de l'Arioste. Mais le phénomène du cosplay, qui réunit plusieurs fois par an des centaines, 400 000, 500 000 à chaque fois, de milliers d'amateurs qui se déguisent, qui imitent des personnages fictionnels, qui imitent effectivement des thématiques à partir de tel ou tel livre ou tel genre, eh bien, c'est absolument sans commune mesure. Toutes les pratiques actuelles prennent le contre-pied des injonctions des formalistes. Philippe Hamon, vous vous en souvenez, moquait la tendance à juger les personnages comme s'il s'agissait de personnes réelles. C'est pourtant devant un public nombreux, le 9 février 2020, dans un lieu aussi officiel que le Parlement de Bretagne, qu'a été instruit le procès fictif du personnage principal de la série culte de 2017, La Casa de Papel. Sergio Macchina, le personnage, dit le professeur, joué par Alvaro Morte, qui s'est prêté au jeu. Il y avait un procès fictif avec des juges, des avocats, etc. Alors, on peut se demander ce qui pousse le public à se masser pour assister au procès d'un personnage. Approcher un acteur avec l'illusion qu'il s'agit du personnage ou prolonger par la discussion le plaisir de la fiction, se rappeler les épisodes, juger les comportements. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Deux chercheurs en neurosciences, Nicolas Baumard et Edgar Dubourg, estiment même, dans une perspective évolutionniste, que le goût pour les fictions, depuis des temps immémoriaux, est lié aux discussions qu'elles suscitent, aux communautés qui se forment autour de ceux qui les connaissent et en parlent. Alors les fan-clubs contemporains ne seraient alors que l'extension et la massification de ces pratiques ancestrales. Selon les partisans, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais enfin bon, les partisans de ce qu'on appelle le gossip theory, comme par exemple Blackie Vermeulen, nous parlons des personnages exactement comme nous parlons de nos voisins, de ce qui arrive à nos voisins, où nous en parlons comme de nos parents qui sont morts.
et c'est le goût des histoires des autres, hein, c'est le commérage en fait qui nous attache aux fictions. Alors évidemment là, on n'a plus aucun intérêt pour la condition fictionnelle des personnages, hein, si on va par là, hein, on les banalise complètement. Alors trop proches de nous, les personnages seraient-ils devenus trop proches de nous? Le mariage en 2018 de Akihiro Kondo avec la chanteuse virtuelle Itsune Miku. Ce Itsune Miku, ça veut dire la voix du futur, Alors, qu'est-ce que c'est qu'un personnage en 2023, hein? Voilà ce que c'est qu'Hatsune Miku. Je vous engage à regarder sur Internet un concert d'Itsune Miku. C'est hallucinant. Il y a des milliers de gens qui sont fanatiques d'un fantôme, d'une image virtuelle, hein, qui danse et qui chante. Akihiro Kondo a fait la une de plusieurs journaux, mais il est bien l'arbre qui cache la forêt. On évalue à 10 000 les Japonais et les Japonaises qui se sont mariés avec des personnages fictionnels. Vous pouvez le faire très facilement. On trouve actuellement un très grand nombre de sites qui permet de le faire et c'est gratuit. Monsieur Akihiro Kondo, lui, a payé 14 000 € parce que Madame Itsune Miku est très très chère et il a l'exclusivité d'Itsune Miku. Mais si vous acceptez d'être marié avec quelqu'un qui est déjà, un personnage qui est marié avec des centaines de personnes, c'est gratuit. Donc, et les sites qui vous incitent à vous marier avec un personnage de fiction vous demandent explicitement de considérer votre conjoint fictionnel comme une personne réelle. Alors, j'arrête là, je pourrais continuer à évoquer ces usages étonnants. Les personnages, en effet, on les aime. Dans une enquête que j'ai réalisée, que je vais exploiter maintenant, je vais exploiter quelques résultats, je vais vous en parler, un très très grand nombre de personnes interrogées a évoqué, glosé son amour pour un personnage et a catégoriquement refusé à nommer un personnage qu'il ou elle aurait détesté, disant « les personnages de fiction, s'ils sont fictionnels, on ne peut pas les détester », ce qui est cognitivement assez curieux et assez intéressant. Donc, je vais vous parler maintenant de la circulation des personnages et je vais vous parler des résultats d'une enquête. C'est une enquête que j'ai réalisée avec une équipe de collègues dans différents pays. Alors, en Argentine, en France, au Brésil, en Chine, auprès de la diaspora tibétaine en Inde, en Italie, aux États-Unis, en Irak, en Israël, au Japon, à Madagascar, en Russie, au Sénégal et en Tunisie. Nous avons réalisé cette enquête entre avril 2020 et mars 2023, elle vient de s'arrêter, à la fois par des entretiens individuels et en ligne, toutes les enquêtes étant traduites dans toutes ces langues, et elle a touché à peu près 2500 personnes, ce qui est beaucoup et pas beaucoup vu le nombre de pays, mais c'est assez difficile à réaliser. Il était demandé aux gens, alors ça c'est le site qui sera d'ailleurs bientôt totalement libre, que vous pourrez consulter facilement. Il était demandé donc de citer 5 personnages qui venaient à l'esprit des gens, celui ou celle qu'il préférait, celui qu'il détestait. Un certain nombre de questions étaient posées sur ces personnages, et donc ça peut donner lieu à énormément d'analyses, mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser ici. Ce dont je vais parler, c'est justement, je vais faire quelques remarques à propos de leur circulation. Alors, je vais vous parler là donc des résultats qui reposent sur les réponses de 1932 personnes, parce que les résultats de l'Argentine, des Tibétains, de l'Irak et de la Tunisie ne sont pas encore intégrés à la base de données, c'est assez long à faire. Et donc, ça repose sur les résultats du Brésil, de la Chine, des États-Unis, de la France, l'Italie, Israël, Japon, Madagascar, Russie, Sénégal. Il y a 61% de femmes. C'est un panel jeune. 64% ont moins de 30 ans. 32% ont le bac. On bac plus 2 et plus. Donc, c'est un panel instruit. Et on a essayé d'avoir une variété de gens, mais c'est très difficile. 31% ont le bac et 36% ont en dessous du bac, lycéens, collégiens
et personnes qui ont moins de diplômes. Alors, je voudrais, avant de commenter les résultats, dire très rapidement que, bien sûr, je ne suis pas ignorante des difficultés d'une telle enquête et je ne vais pas les détailler, mais je dois dire qu'elles sont prises en compte pour l'interprétation des résultats. Il faut bien être conscient que l'accès à la culture, livresque, télévisuelle, Internet, n'est pas du tout le même au Sénégal, à Madagascar et au Japon et aux États-Unis. Une des conséquences, pour moi inattendues, de ces inégalités est que plus un pays est pauvre, plus les résultats sont littéraires, parce que ceux qui répondent sont dépendants des programmes scolaires et n'ont pas accès à la télévision ou à Internet, par exemple, ou ont peu de livres chez eux. L'enquête a été mondiale, mais les pays que j'ai retenus pour l'étude sont ceux où plus de 100 réponses ont été obtenues. Là encore, il y a une disparité. Les Malgaches et les Russes, les réponses malgaches et russes dépassent 300, arrivent presque à 400. Les autres tournent autour de 200. Et les panels japonais, italiens sont plus petits, sont un peu supérieurs à 100. Alors, la première remarque est que, alors, voici donc les personnages qui sont les plus cités, j'y reviendrai, mais mondialement, voici la liste des personnages dont les gens se souviennent. Harry Potter, Spider-Man, Sherlock Holmes, Emma Bovary, Batman, Hermione Granger, Naruto, etc., Elizabeth Bennet, Iron Man. Je reviendrai peut-être à ce résultat. Attendez, qu'est-ce que je voulais vous... attendez. Je voulais vous... Bon. La première remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a une petite poignée de personnages qui sont cités dans tous les pays. Et ils sont presque tous anglo-saxons. Ceux qui sont cités dans chaque pays sont Harry Potter, Spider-Man, Hermione Granger, Elizabeth Bennet et Meursault. Et alors c'est amusant parce que vous vous souvenez peut-être que Rob Grillet pensait que personne ne se rappellerait le nom de ce personnage. En fait, toute la Terre se le rappelle. Toute la Terre se rappelle de Meursault. Alors, Emma Bovary et Raskolnikov sont plus souvent cités que le personnage de Camus, mais ils ne figurent pas dans ces listes parce qu'ils ne sont venus à aucun des quelques 400 étudiants malgaches qui ont été interrogés. Alors, 2 de ces personnages appartiennent à la saga Harry Potter, un à l'univers Marvel, 2 à des romans du XIXe et du XXe siècle. Meursault a sans doute beaucoup bénéficié des programmes scolaires, tandis que Pride and Prejudice a donné lieu à des films, à des séries télévisuelles récentes, à des jeux vidéo, à des fan clubs. Alors ça, c'est un petit patchwork, si vous voulez, de tout ce qu'est Elizabeth Bennet en 2023. C'est pas l'héroïne de Pride and Prejudice. C'est l'héroïne, mais pas d'un roman. C'est l'héroïne de jeux vidéo. C'est l'héroïne d'une série métaleptique, d'une lectrice qui tombe dans Lost in Austin, qui tombe dans le roman de Jane Austen et qui séduit M. Darcy. C'est un fan club. Et ça, vous voyez, c'est vraiment intéressant. On demande de voter pour les personnages qu'on préfère dans Pride and Prejudice, mais vous voyez, il y a une jeune fille indienne, il y a un jeune homme asiatique, une jeune fille européenne ou occidentale, et donc on construit la mondialisation, l'audience mondiale de Pride and Prejudice. Et du coup, Elizabeth Bennet est citée dans tous les pays. Alors regardez, la répartition très différente des citations. Elizabeth Bennet est essentiellement citée en Russie, aux USA, si je peux pointer. Je ne vois pas bien. En France, je crois, et au Brésil, un peu après ses résiduels, tandis que Meursault, étonnamment,
est très cité au Sénégal. Il doit faire partie des programmes scolaires, un peu au Japon, un peu en France, un peu au Brésil, et puis après un peu moins dans les autres pays, mais enfin il est quand même cité dans tous les pays. Alors, je voudrais maintenant évoquer les pays qui sont exportateurs de personnages. Qui exportent des personnages? Les États-Unis fournissent 33% des personnages cités, le Royaume-Uni 14,7%, le Japon 11,2%, la France 10% et la Russie 4%. Bref, la France, le Royaume-Uni et la Russie fournissent la quasi-totalité du corpus ancien. Vous voyez, la France ne fournit que du corpus classique. Enfin, disons, les personnages qui sont cités ailleurs dans le monde, qui sont français, sont uniquement classiques. Tandis que ce n'est pas du tout le cas des États-Unis, c'est mixte pour le Royaume-Uni, mais c'est aussi des personnages totalement classiques pour la Russie, et pour le Japon, ce sont uniquement des personnages de manga. Alors, les personnages, en effet, japonais qui irradient dans le monde sont exclusivement des personnages de manga ou d'animé, avec Naruto qui, bizarrement, n'est pas cité au Japon. Sans doute, il est trop vieux. Alors, de façon plus résiduelle, l'Espagne fournit Don Quichotte, 3 personnages de la Casa de Papel, l'Italie exporte Pinocchio, et 2 personnages de romans contemporains de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante et dans une moindre mesure de l'Arte de la Gioia de Goliarda Sapienza. Mais c'est vraiment très résiduel. Ce qui est vraiment curieux, intéressant, c'est que ni le Brésil, ni la Chine, ni le Sénégal, ni Madagascar n'exportent un seul personnage. Personne ne cite aucun personnage de ces pays. Et c'est aussi le cas, je le sais, puisque j'ai vu les résultats, de la Tunisie et de l'Irak. Or, non seulement ces pays produisent beaucoup de personnages, mais les personnes interrogées de ces pays manifestent une grande cohésion dans leur choix. Oui, alors là, je voulais aussi vous montrer les variations générationnelles. La liste des préférences est extrêmement différente si vous prenez les 10-40 ans et si vous prenez les 40-92 ans. Elle est évidemment beaucoup plus littéraire. Et là, c'est Madame Bovary en premier et Harry Potter arrive très loin derrière, tandis que pour les 10-40 ans, vous voyez, la liste est vraiment différente. En fait, les différences générationnelles sont même presque plus importantes que les différences par pays. Donc voilà les personnages qui ne passent pas les frontières, mais que les ressortissants de leur pays ont cité si souvent qu'ils apparaissent dans la liste finale, mais ils ne sont cités que par les ressortissants de leur pays. Alors, on a Sun Wukong en Chine, la pérégrination vers l'Ouest, mais qui donne aussi lieu à des séries, à de la fantasy, etc. On a le personnage, mais il passe certainement les frontières de la Chine parce qu'il a un fan club, mais personne ne l'a cité. Personne ne cite, à part les Malgaches, ce personnage qui est culte à Madagascar, un personnage comique, Rajo, je ne sais pas comment ça se prononce. Personne ne cite le personnage préféré des Sénégalais, qui est en tout cas du panel interrogé, Ramatoulaye Faye, et Capitu au Brésil, qui est l'héroïne de Dom Casmurro de Machado de Assis, qui a donné lieu à une série télévisée, mais personne ne la cite à part les ressortissants de ce pays. Alors, pour conclure sur ce point, les pays dont les personnes interrogées placent en tête un personnage qui n'est pas tiré d'une œuvre nationale, mais Harry Potter, sont Israël, l'Italie, la Russie. Harry Potter, évidemment, arrive aussi en tête aux États-Unis. Il arrive en seconde position en Chine.
Tous les pays qui passent Harry Potter, qui mettent Harry Potter en tête, sont les plus mondialisés. Et ce sont eux, la plupart du temps, sauf Israël, qui sont le plus exportateurs de personnages. Mais il faut faire une exception pour le Japon, dont la politique d'exportation de mangas et d'animés, à partir des années 1980, a porté ses fruits. Le petit panel japonais, qui est strictement estudiantin d'ailleurs, a placé en tête 2 personnages nationaux, ce qui n'empêche pas le Japon d'exporter des personnages. Ils sont à la fois très nationaux et très exportateurs. Pour l'ensemble des personnes interrogées, les personnages japonais sont 11%, mais pour les 20 ans, ils sont presque 21%, et ils ne sont que 0,7% pour les plus de 50 ans. Donc on voit vraiment où va la progression. Si les gens restent fidèles à leur personnage d'enfance, ce qui semble être le cas. Alors malgré les limites inhérentes à ce type d'enquête, eh bien c'est un nombre somme toute, même si c'est 2500 personnes, c'est un nombre assez réduit de personnes à l'échelle de la planète. Elles sont globalement plus diplômées que la population générale, mais elle permet de dessiner une mondialisation de l'imaginaire qui est très inégale. Les personnages qui voyagent sont tous issus de pays riches, américains, européens, russes, japonais. Le canon littéraire du XIXe et du XXe siècle est presque uniquement porté par l'Europe et la Russie. Il participe de la mondialisation culturelle, mais la dynamique n'est certainement pas de son côté. Enfin, il existe des mondialisations différentes entre différents pays africains, entre l'Amérique du Sud, le Madagascar et le Sénégal, mais je n'ai pas le temps d'approfondir cela dans ce cadre. Le temps passe, je voudrais en arriver aux populations. Alors, s'intéresser aux migrations de personnages qui naturellement ne dépendent pas seulement de leur charme personnel, mais aussi de circonstances économiques et politiques diverses, revient à les envisager comme une population plus ou moins en mouvement. Mais il y a une autre façon d'exploiter cette idée, qui est d'analyser l'ensemble des personnages d'un roman. La perspective de ce projet, que j'ai intitulé « Démographie des personnages », est inverse par rapport à l'enquête sur la mémoire des personnages. Alors que l'étude de réception met en évidence le goût pour les héros et même les super-héros, ce projet-ci prend en considération la totalité des personnages et même avec un intérêt particulier pour les anonymes, les groupes et les foules. Cet ensemble n'est d'ailleurs jamais mémorisé par aucun lecteur et donc ce travail qui est assisté par ordinateur donne des résultats qui sont parfaitement contre-intuitifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, sans l'ordinateur, y accéder. Donc, le travail consiste à compter les personnages en lisant les romans, aucun algorithme ne sait faire ça, nommer et non nommer, ainsi que le nombre d'occurrences de leurs noms dans un certain nombre de romans qui se trouvent être les romans, j'ai choisi les romans français et anglais, de la première moitié du XIXe siècle, 152 romans. J'ai choisi ces romans parce qu'ils étaient les best-sellers de leur temps et ils font aussi partie de ceux qui sont considérés aujourd'hui comme le canon. Tous ces renseignements disponibles sur ces personnages, qui sont quelque chose comme 12 500, genre, âge, statut matrimonial, titre, ethnie, religion, mort, statut social et ses évolutions, sont relevés et consignés dans une base de données. J'ai aussi comparé ces données sur les personnages avec celles qui concernent les populations réelles, françaises et anglaises, mais ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vais en effet partager avec vous quelques résultats qui montrent, j'espère, l'intérêt de ma démarche pour les études littéraires. Je vois que le temps a passé plus que je n'aurais voulu et je vais donc aller plus vite pour vous dire que par ordinateur, donc, on peut visualiser les styles démographiques par une modélisation informatique. Et c'est grâce à cette visualisation
que j'ai élaboré une typologie des styles. Le programme permet d'afficher la population d'un roman ou de plusieurs et de les comparer. Alors, voyez ici la Rabouilleuse de Balzac. Chaque bille représente un personnage. La taille de chaque bille, à partir du cercle 0, représente le nombre d'occurrences du nom de ce personnage dans le roman. Plus une bille est grande, plus elle est haute. Le premier cercle, plus bas, à moins 600, représente les foules, c'est-à-dire un groupe de plus de 200 personnages, par exemple. Si la foule n'est pas nombrée, on l'évalue plus ou moins, entre 200 et 1000. Alors, le second cercle représente les groupes, à moins 400, les groupes d'anonymes entre 5 et 200 personnages. Par exemple, s'il y a 30 religieuses, il y a 30 billes qui s'affichent. Si le nombre de personnages dans un groupe n'est pas spécifié, on l'évalue. Le troisième cercle représente les anonymes individuels entre 1 et 4. Le cercle 0 représente, qui est là, ça c'est le cercle au niveau 0, représente les personnages qui sont nommés, mais qui ne sont cités qu'une ou deux fois. Puis, au-dessus, ce sont les personnages dont la hauteur et la grosseur varient, la place est aléatoire, selon leur importance dans le roman, leur nombre d'occurrences. Alors, les styles démographiques reposent sur les variables suivantes. Voyez, la position de la population au premier niveau. La structure est chorale si aucun personnage ne se détache. Elle est hérocentrée si un ou deux personnages se détachent. Et le cercle secondaire est peu fourni. Elle est hérocentrée chorale si un ou deux personnages se détachent et le cercle secondaire est plus fourni. La répartition de l'attention narrative, la structure est haute, l'attention portée à quelques personnages est disproportionnée, elle est basse si elle est répartie de façon plus égalitaire. Ensuite, il y a la densité qui prend en compte la population globale. La structure peut être dense et elle peut être clairsemée. Alors, je vais passer. Voici quelques exemples, mais je préfère vous parler en fait des différents styles. Il y a le style en constellation qui montre une population clairsemée. La constellation peut être chorale, hérocentrée basse, hérocentrée haute. Et ce qui est de profondément intéressant et incroyable, c'est que j'ai découvert que tous les romans féminins, pratiquement, avaient la structure en constellation, c'est-à-dire pas de foule, peu de personnages, peu d'anonymes, mais hérocentrée haute. Alors, voyez par exemple un livre qui a eu beaucoup de succès, qui est complètement oublié, Eugène de Rothelin d'Adélaïde de Souza. Il n'y a personne là-dedans, voyez. Il y a quelques personnages, il n'y a pas de héros qui pointe, qui est visible. Regardez une constellation hérocentrée basse, c'est Claire d'Albe de Sophie Cottin. Il y a un personnage qui émerge, mais il n'est pas très haut. Il est à peu près à 400 occurrences. Il y a des personnages en dessous, mais pas tellement. Et il y a quelques groupes. Voyez Jane Austen. Alors, Jane Austen, la structure est toujours la même. Elle a un style démographique constant. Il y a un personnage qui émerge, qui est un peu plus haut, qui est autour de 800 occurrences, un groupe assez dense, mais où personne vraiment n'émerge, et assez peu d'anonymes et pas de foule. Alors, ce sont les constellations, parce que vous voyez, elles sont, la population est dispersée. Après, on a les rubans. Les rubans sont denses, il y a beaucoup de foules et d'anonymes. Balzac n'a qu'une population en ruban, et une population généralement chorale. Elle peut être donc chorale, elle peut être hérocentrée basse, ce sont les romans de Balzac aussi, hérocentrée haute, les romans de Dumas et Corinne de Madame de Staël. Alors, regardez par exemple les paysans de Balzac. Personne n'émerge. C'est plus dense que les autres romans.
c'est pas épars, mais il n'y a pas de personnage qui véritablement est le héros de ce roman. Regardez, alors là c'est extraordinaire, c'est Le voyage en Icarie d'Étienne Cabet. C'est absolument fabuleux. Vous voyez ici la masse, ça c'est la masse des anonymes, la masse des foules. Il y en a 52 millions. Mais c'est évidemment un projet politique chez Cabet. C'est une utopie. Ce qui lui importe, c'est la représentation des masses et pas des individus. Il n'y a d'ailleurs personne qui n'émerge. Il y a une douzaine de personnages nommés, pas plus, chez Étienne Cabet. La démographie a très souvent quelque chose de politique. Alors, voyez maintenant un roman qui est très intéressant à examiner, mais je n'ai pas beaucoup le temps. C'est un ruban hérocentré bas, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. 4 personnages, c'est d'ailleurs les 4 hommes du roman, parce qu'Esmeralda ne fait pas du tout partie des personnages principaux, même en comptant la bohémienne, elle n'a que 76 occurrences. C'est le personnage, comme dans... c'est Frollo, qui est le personnage, c'est le méchant Claude Frollo, qui est le personnage le plus cité. Mais bon, il y a 4 personnages qui sont à peu près à la même hauteur, et la spécificité de Balzac, et c'est une nouveauté, jamais personne n'a fait un roman aussi peuplé que Hugo dans Notre-Dame de Paris, c'est d'avoir un énorme cercle de personnages qui sont nommés qu'une ou 2 fois. Parce que Hugo a voulu nommer les anonymes. Il nomme la femme de la rue, il nomme celle qui est à sa fenêtre et qui ne réapparaîtra jamais plus, ce qui est vraiment une nouveauté. En fait, je dirais que Hugo, c'est un petit monde déguisé en grand. Il a très peu de personnages utiles, mais il a changé le style des romans par cette nomination absolument incroyable, plusieurs centaines de personnages qui ne sont nommés qu'une fois ou 2. Alors, un autre roman extraordinaire du point de vue démographique, c'est Corinne de Madame de Staël. Alors, c'est un roman... Alors, elle décrit l'Italie, donc il y a beaucoup d'anonymes et il y a beaucoup de foules. Il y a peu de personnages, à part Corinne et Oswald. Et c'est la première fois et la seule fois au XIXe siècle qu'une héroïne femme a plus de 1000 occurrences, à plus de 1200 occurrences. Et ce n'est pas anodin par rapport à la popularité, justement, au XIXe siècle de ce personnage de Corinne. Alors voici encore La tulipe noire d'Alexandre Dumas, mais peu importe. Alors je voudrais aussi dire un mot de Stendhal. Stendhal, c'est des rubans hérocentrés hauts, mais de façon invraisemblable. C'est des romans où le héros est un soleil. Vous avez un soleil, presque personne, et puis des anonymes. Mais c'est le roman de Fabrice, c'est le roman de Julien. Ça, c'est Julien, 2-3 personnes. Bon, voilà. Et alors, si vous superposez, alors en plus clair, en plus foncé, si vous superposez la Chartreuse de Parme et le Rouge et le Noir, vous avez exactement la même chose, le même schéma. Le style de Stendhal est parfaitement identique et il ne le fait pas exprès. C'est ça qui est fascinant. Il n'a pas, je pense que, il veut un héros masculin important, mais il n'a pas considéré qu'il va mettre exactement le même nombre de personnages à 200 occurrences, de personnages à 100 occurrences, et pourtant c'est exactement le même. Et ça, c'est vraiment absolument fascinant. Alors, je n'ai pas vraiment le temps, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de superposer Notre-Dame de Paris et Waverley de Walter Scott, parce que Victor Hugo a imité Waverley, a voulu être le Walter Scott français, mais Waverley est en jaune, Victor Hugo est en rouge. On voit que l'innovation extraordinaire de Victor Hugo, ça a été de transformer le classique ruban hérocentré en une structure chorale, et effectivement de ne pas avoir mis de héros. Alors finalement, le dernier style, ce sont les couronnes. Les couronnes, ce sont des romans où vous avez presque à tous les étages autant de personnages et une disposition proportionnelle
l'attention narrative est distribuée proportionnellement à toutes les classes de personnages, pourrait-on dire. Mais il y a quand même des couronnes plus hérocentrées que chorales. Alors, c'est le cas des Mystères de Paris, c'est le cas des Misérables de Victor Hugo, hein, mais où vous voyez qu'il y a quand même des personnages à tous les étages, et des personnages évidemment très importants. Hein. Alors ne croyez pas que ce soit Cosette, hein, c'est Jean Valjean et Marius, hein, les deux personnages les plus importants. Chorale également, plutôt chorale cette fois, voyez, Alexandre Dumas, La Reine Margot, où il y a un héros qui se détache, mais enfin on a vraiment au deuxième étage et au troisième étage une population dense. Et la plus belle de toutes, non, ça c'est le Juif errant, qui est très beau aussi, enfin, comme schéma, hein, avec vraiment des étages très remplis. Et finalement, le plus beau de tous, c'est le Vicomte de Bragelonne en 1850. Vous voyez, c'est parfaitement choral. Il n'y a pas de héros qui dominent les autres, hein, il y a 3 héros, puis 4 ou 5, et puis vraiment tous les étages sont absolument remplis. Alors, vous remarquerez que ces structures chorales caractérisent certains romans du milieu du siècle, pas du tout du début du siècle, c'est des romans d'autour de 1850, tous masculins, aucune femme ne fait une couronne, hein, on peut dire, en tout cas dans mon corpus. Et ce sont surtout des romans populaires. Hein. Les romans très denses, d'ailleurs, sont au XIXe siècle, mais c'est aussi vrai actuellement pour les séries télévisées, sont très peuplés. Alors, je suis désolée d'avoir été aussi vite, donc je conclus rapidement et j'espère vous laisser le temps pour quelques questions si vous en avez. Je conclurai en disant que le domaine des études sur le personnage est actuellement en pleine effervescence. À l'ENS, un jeune chercheur, Thomas Conrart, élabore en ce moment un projet sur la psychologie des personnages. On ne peut pas contredire plus frontalement les fondamentaux de l'approche formaliste. À Coimbra, au Portugal, Carlos Reis organise dans quelques mois un colloque sur l'afterlife, la vie après la mort des personnages, hein, c'est-à-dire leurs reprises, leurs adaptations, leurs mémoires, prenant ainsi acte de la propension à les faire sortir de leur œuvre et de leurs médias d'origine. Alors, mon travail prend place dans ce contexte. J'espère collaborer au renouvellement en cours dans les 3 directions que j'ai proposées. Mon premier objectif, c'est de mener une analyse diachronique des usages, des façons dont on utilise les personnages, dont on les pense, selon les lieux et les personnes, et surtout comment on s'ingénie à vivre avec eux. Mon deuxième objectif, c'est de donner un aperçu des personnages qui habitent les pensées des hommes et des femmes d'aujourd'hui, à travers leurs différences d'âge et de culture, d'éclairer ce qui favorise la circulation des personnages, puissance économique des entreprises de divertissement et des franchises, institutions, déclinaisons intermédiaires, ce qui prolonge leur mémoire et comment elle s'éteint. C'est surtout une question générationnelle et de disparition de la littérature. Le site qui permet de visualiser les données de l'enquête, qui peut être complété d'ailleurs à l'infini, sera très vite en libre accès et un livre collectif livrera bientôt ses résultats et leur interprétation. Mon troisième objectif, c'est de contribuer à l'histoire du roman et à la compréhension des textes par l'analyse des personnages en tant que population. J'ai beaucoup utilisé le mot de structure en présentant cet essai de typologie des styles démographiques et de fait, c'est la partie de mon travail qui se rapproche le plus d'une approche structurale de la littérature. Mais ma conception des personnages est totalement différente de l'approche formaliste. En outre, la notion de style démographique que j'ai théorisée depuis plusieurs années a pris en fait un tour complètement nouveau grâce à la modélisation informatique. Dans ce projet-ci, elle a été l'outil de la découverte. Dans le précédent, l'enquête sur la mémoire des personnages, l'informatique aide à visualiser les résultats. Mais dans ce projet-ci, c'est l'informatique qui produit les résultats, ce qui est très différent.
Mon intention, donc, dont la réalisation dépend de cette collaboration interdisciplinaire avec les humanités numériques, c'est de mettre à disposition des chercheurs une application qui permettrait à n'importe qui aurait évidemment préalablement compté les personnages de l'œuvre qu'il ou elle voudrait analyser, lui permettrait de visualiser le style démographique de cette œuvre. On parle donc encore du personnage, 66 ans après que Rob Grillet en a déclaré l'obsolescence. C'est sans doute parce qu'il n'est ni un fil, ni une fonction, mais une personne, dotée d'une existence fictionnelle, dont on n'a pas fini, de Pygmalion à ChatGPT, de vouloir mêler à la nôtre. Merci. Merci, chère Françoise, pour cet exposé extrêmement novateur qui nous a fait toucher du doigt un certain nombre de recherches qui sont un peu vertigineuses, en vérité. Disons, prenons 5-10 minutes pour des questions. Oui, je suis désolée, j'ai essayé de faire vite. Mais... Parce que ça mérite tellement de discussions, donc nous n'irons pas plus loin que 19h10. Hein, voilà. Alors, tu l'as dit un petit peu à la fin, il y a eu différentes valeurs, nous parlons de valeurs du personnage, différentes valeurs accordées au personnage à travers la pensée, la théorie littéraire du roman. Et aujourd'hui, il y a un retour du personnage, clairement, dans les études littéraires et dans la façon dont les personnages sont perçus, lus peut-être par les lecteurs. Comment envisages-tu, alors c'est une réflexion un peu méta que je te demande, comment expliques-tu, toi, le fait que tant de chercheurs, de chercheuses comme toi, s'intéressent aujourd'hui aux personnages? Quelle est l'évolution qui a eu lieu, qui l'explique? Et ça demande d'autant plus d'explications que le livre que j'avais cité de toi auparavant, Fait et fiction, était sous-titré Pour une frontière. Donc, voulait vraiment militer, d'un point de vue très philosophique, pour une non-confusion, contre toute confusion entre fait et fiction. Or, faire une démographie des personnages, à certains égards, c'est traiter les personnages comme des êtres réels. Donc, comment tu justifies cette propre apparente oui. Infidélité à... Non, ça n'est pas voilà. Une. Je ne confonds pas du tout les personnages avec des personnes, mais je pense que c'est intéressant, justement, de poser des questions sur les personnages ou de réunir des informations qu'on n'a jamais réunies. Et c'est la comparaison avec des personnes réelles qui fait voir combien un personnage est différent. Combien la population des personnages, même dans des romans réalistes, n'a rien à voir avec la population réelle. Ça a l'air très banal de dire ça, mais par exemple, je ne sais pas, eh bien, dans les romans au XIXe siècle, on ne meurt pas du tout de la même façon que dans la réalité, par exemple. Et puis, les personnages des fictions sont toujours infiniment plus riches, même quand on prend les romans populaires ou Dickens, que la population réelle, etc. Mais enfin, pour répondre à tes questions de façon plus intéressante, la première d'abord, pourquoi le retour des personnages? Pour des gens de ma génération, c'est clair. C'est le passage du formalisme aux théories de la fiction. Les théories de la fiction, le formalisme avait quelque chose de totalement frustrant et castrateur. On n'avait absolument pas le droit. On n'avait pas le droit à la lecture naïve, on n'avait pas le droit d'aimer un personnage, on n'avait pas le droit de parler d'un personnage, on était tout de suite taxé d'une sorte de naïveté ou de sottise. Donc, on s'est un peu jeté sur les personnages, je pense, parce que dans notre jeunesse, quand on faisait nos études, on n'avait pas le droit. Mais si je prends des gens d'une autre génération qui ont d'autres goûts que les miens, je pense que c'est aussi lié aux séries. Les séries, de mon point de vue, les séries télévisées, qui sont la consommation majeure de fiction actuellement, mettent l'accent sur les personnages, enfin donnent aux personnes, aux spectateurs,
une très longue, des dizaines d'heures, des centaines d'heures avec des personnages. Ils vivent avec ces personnages plus qu'avec une histoire. La question de l'intrigue passe au second plan par rapport aux personnages. Alors, on peut contester cela, mais je ne suis pas la seule à le dire, des spécialistes des séries le montrent. Quand on n'aime pas beaucoup les séries, on s'agace parce que l'histoire ne va pas assez vite, mais quand on est plongé dans la série et qu'on aime les séries, ce qu'on aime, c'est le retour des personnages. Et je crois que... alors, c'est une raison. La deuxième raison aussi, c'est que c'est la politique des franchises. Comme tu vois, dans les personnages les plus aimés, les plus cités, il y a tous ces personnages Marvel. Bon, mais ça, c'est organisé, on va dire, industriellement. C'est-à-dire qu'on repropose ces personnages sous différentes formes à intervalles réguliers pour qu'on continue à les acheter. Il y a d'ailleurs des études assez intéressantes qui sont faites actuellement sur l'épuisement de la narrativité, parce qu'on n'a plus grand-chose à raconter sur ces personnages, mais on utilise les personnages dans des jeux et même sur du papier peint, figure-toi. Il y a même toute une vente de papier peint d'univers fictionnel. Donc, c'est pas nouveau, on faisait des tapisseries avec l'astrée, hein, mais bon. Je crois que tous ces phénomènes vont dans le sens d'en effet, une focalisation sur les personnages. Non, c'est effectivement, il y a eu une évolution dans la pensée littéraire. Le cours est consacré à Valéry, et c'est vrai que pour Valéry, le roman n'existe pas. Hein, et donc, vraiment, et on est dans la pensée de type formaliste, justement. Donc, il y a vraiment là un changement. On participe de ce changement de paradigme dont je parlais il y a une heure dans le cours. Alors, les enquêtes que tu proposes sur les romans sont assez fascinantes, et on a envie de s'y absorber. Elles aboutissent à des résultats assez contre-intuitifs, parfois. Je pensais à ce que tu as dit de Notre-Dame de Paris, où finalement Esmeralda occupe apparemment elle est moins citée, moins mentionnée que les autres personnages. Alors, par ailleurs, c'est là que peut-être il faut voir peut-être différents aspects dans la place pour mesurer l'importance d'un personnage. Il y a effectivement ce que tu fais, c'est-à-dire mesurer le nombre de citations du personnage. Voilà. Par ailleurs, il y a la représentation de l'histoire, de l'intrigue, de la fiction, actentielle, si l'on veut. Et Esmeralda joue un rôle absolument fondamental et focal dans le roman. On ne peut pas imaginer de résumer le roman Notre-Dame de Paris sans mettre Esmeralda au centre, parce que tous les personnages, au bout du compte, gravitent autour de cette femme qui est en quelque sorte une représentation figurée c'est une autre Notre-Dame, en fait. C'est une sorte d'inversion. Enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, il y a là, dans l'espace de l'intrigue, elle est fondamentale. Et on ne peut pas dire que ce soit un roman sans Esmeralda. Et pourtant, elle est peu mentionnée. Donc, elle n'est pas si présente que ça. Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre deux niveaux, c'est-à-dire le niveau du nombre de citations, mais est-ce qu'il correspond exactement au niveau de la représentation du roman, ce que nous avons comme image du roman? Forcément non. Bien sûr, on a une autre représentation du roman que ce qu'on compte. Mais moi, je trouve très intéressant qu'Esmeralda ne fasse pas partie en fait des personnages principaux d'un point de vue statistique. Parce que, pour moi, Notre-Dame de Paris est vraiment le roman qui clôt l'énorme vogue des romans féminins. Et ces romans féminins sont tous hérocentrés, comme j'ai dit, et ont tous pour personnage principal une femme. Et une femme qui est très intelligente, en général. J'ai lu tout ça, Marie Dagou, Hortense Allard, enfin des gens qu'on a complètement oubliés, et Sophie Gay, etc. Et c'est toujours pareil, hein, c'est toujours une femme qui leur ressemble, qui est très instruite, à qui il arrive plusieurs aventures, malheurs, qui est très intelligente, etc., et qui est dominante. Hugo a fait complètement différemment. Hugo n'a d'héroïnes qu'idiotes.
Hein. Esmeralda n'est pas très intelligente, Cosette non plus. Hein. Et contrairement, même si elles sont très touchantes, et nous nous souvenons d'elles, hein, enfin, le personnage de Cosette, enfin, tout le monde se rappelle de Cosette. Bon, mais dans le roman, elles sont ni dominantes statistiquement et ni des personnalités dominantes. Elles sont des personnalités touchantes, mais non pas de personnalités dominantes. Et chez Hugo, c'est tout à fait concerté. Relire Notre-Dame de Paris en faisant attention à tous les moments où il dit « Lectrice, sautez ce passage, c'est trop difficile pour vous. Lectrice, je vais parler d'architecture, allez 10 pages plus loin. » Hugo, qui fréquentait le salon de Delphine de Girardin, qui n'était entouré que de femmes intelligentes, construit un lectorat féminin idiot, et il a des héroïnes idiotes. Excusez-moi, mais c'est exactement ce qu'il fait. Il prend un marché et il réussit parfaitement. Après Victor Hugo, il n'y aura plus aucun best-seller féminin. Plus aucun. Français. En Angleterre, oui. Mais français, c'est fini. Alors que Sophie Cottin est un best-seller, alors que Madame de Souza vend beaucoup, que Claire de Duras vend beaucoup, que Madame de Staël est un best-seller. Il y a disons, des générations, et là Franco Moretti le dit, mais il a parfaitement raison, une génération de romancières féminines qui est remplacée par une génération masculine qui triomphe et qui fait des choses très différentes. On le voit à l'œil nu par ces visualisations. Tu as poursuivi l'enquête pour le XXe siècle ou ça s'arrête au XIXe? Non, je m'arrête à peu près à 1860. 1860, d'accord. Je pense qu'au XXe siècle, le roman est trop divers, trop différent pour donner... tu vois, là, il y a le genre historique, il y a le genre sentimental, il y a quand même des choses assez... cadré, alors qu'au XXe siècle, il y a une variation qui me paraît peut-être... Ça va être plus difficile à interpréter. Mais si quelqu'un compte, ça m'intéresserait de voir, par exemple, pour le nouveau roman, à quoi ça ressemble. Cela dit, c'est énormément de travail de compter les mentions des personnages. On pourrait terminer sur l'un des résultats, effectivement, de ton enquête, c'est qu'elle fait surgir des romans auxquels on n'aurait pas pensé, des romans en particulier que je ne connaissais pas. Tu as beaucoup insisté sur un roman dont je n'avais jamais entendu parler, et même un auteur que je ne connaissais pas, Étienne Cabet, Le voyage en Icarie, en 1842. J'ai le malheur de ne pas connaître. Pourrais-tu nous en... Oh oui, bien sûr. C'est un de mes romans mythiques dans l'optique communiste. C'est une utopie, c'est un voyage en Icarie qui est une utopie communiste, en fait. C'est, je crois, de 1842, quelque chose comme ça. Mais Étienne Cabet a été beaucoup loué par Marx et c'est effectivement une parfaite utopie strictement égalitaire où les arts sont interdits, où la répartition des richesses est totale, où tout le monde est ouvrier. Évidemment, 1842, c'est assez étonnant. Et c'est un livre qui est publié aux éditions sociales. Enfin, tu vois, c'est un livre qui est connu surtout dans cette optique-là. D'accord. Non, mais on attend, je crois, de manière extrêmement impatiente le résultat de cette enquête démographique qui va susciter beaucoup de discussions, mais qui va nous apprendre aussi énormément de choses, avec beaucoup de paramètres. J'aurais voulu te poser des questions sur les schémas que tu as fait, parce qu'il y a visiblement des schémas en volume. Donc il y a 4 paramètres qui sont indiqués. Oui, c'est partiel, évidemment, si tu veux. Dans les visualisations, on peut aussi, mais j'avais pas le temps, et puis c'est moins visible, c'est moins bien fait. Mais on peut faire apparaître le genre des personnages, on peut faire apparaître la classe sociale des personnages, mais la visualisation est du coup beaucoup moins claire. Mais le livre que je suis en train de faire prend en compte tous les paramètres. Cela dit, la démographie ne peut faire
qu'elle repose sur l'interprétation de statistiques, et tu as parfaitement raison, le roman c'est autre chose, ce ne sont pas que des statistiques. On peut adorer un personnage qui n'est presque pas cité. Cela dit, c'est les personnages qui sont les plus cités qui restent le plus à la mémoire, comme Julien Sorel, et comme Corinne, en tout cas au XIXe siècle. Maintenant, elle est oubliée, mais elle est un mythe dans la première partie du XIXe siècle. Répéter plus de 1000 fois le nom d'un personnage laisse des traces, en fait. C'est le principe du leitmotiv. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, je crois que nous sommes vraiment là dans le cœur même du sujet du séminaire. Nouvelle recherche sur la littérature. Merci. Merci d'avoir très bellement illustré ce thème. Merci à toi, Françoise.